bref et on va donner la parole à Karen. Bonjour Karen. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour Karen. Merci d'être avec nous. Vous voulez revenir sur votre grand-mère, hein? Oui, alors en fait, moi, la première fois que j'ai eu un décès dans ma famille, c'était ma grand-mère paternelle. Et j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, donc il y avait des histoires de famille, des désaccords, des engueulades, etc. Et du coup, j'ai pas été aussi... Elle a pourtant eu une longue maladie et j'ai pas été aussi proche d'elle que j'aurais voulu l'être, parce que malheureusement les dissensions dans la famille ont pris le pas. Ça m'a été reproché notamment par ma tante et j'ai compris son reproche. Moi je m'en suis un peu par la suite un peu voulu, mais vous étiez pas majeure, voilà. Bah oui. Non, puis bon, j'aurais pu, on m'aurait pas empêché d'aller la voir davantage, mais je suis pas sûre d'avoir réellement pris conscience de ce qui allait se passer, en fait. Pris conscience de l'ampleur de la maladie et d'avoir compris que bientôt j'allais plus voir ma grand-mère. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Par la suite, malheureusement, les décès qu'il y a eu près de moi, ça a été des décès accidentels. Donc là, on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps d'accompagner la personne comme on voudrait. Et ça aussi, c'est difficile. Parce que, et c'était le cas notamment par rapport à mon grand-père, où j'ai appris sa maladie tardivement. Je sais pas, j'ai jamais su si c'était lui qui avait voulu la cacher ou si c'était son médecin qui ne lui avait pas dit, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai été présente sur les 15 derniers jours quand vraiment il a été hospitalisé et qu'il peinait à se mouvoir. Mais c'était vraiment la toute fin, alors que j'étais à distance. Si j'avais su, j'aurais peut-être passé plus de temps avec lui et été plus présente aussi pour ma grand-mère, que ça aurait aidé, que ça aurait soulagé en fait. Mais après, je trouve qu'il y a l'accompagnement de la personne qui est malade et il faut considérer aussi l'accompagnement des personnes qui restent. Et on n'en parle pas forcément, mais ça fait partie aussi, je trouve, de l'accompagnement quand il y a une longue maladie ou même un décès entre guillemets qui va être un peu naturel, mais il y a vraiment l'accompagnement des personnes qui sont proches de notre environnement. Et je trouve que c'est le moment où s'il y a bien un moment où on doit être soudé, c'est bien à ce moment-là, et qu'on doit pouvoir soit aider si on peut pas faire énormément de choses pour la personne, mais au moins mais Karen, ce que vous dites est tout à fait intéressant, parce que quand on perd un être cher, évidemment, vous avez perdu votre grand-mère, votre père a perdu sa mère, enfin tout le monde quelque part souffre, mais tout le monde réagit de manière individuelle, et on voit bien qu'à ce moment-là, alors dans certaines familles, oui, il se crée une sorte de socle solidaire, mais dans certaines familles, oui, il y a des dysfonctionnements terribles, et puis après il y a parfois même des questions d'héritage horribles. C'est vraiment, on voit bien que ça touche quelque part quelque chose de tellement profond chez chacun qu'obligatoirement c'est complexe. C'est vrai que l'accompagnement des aidants est en train aujourd'hui quand même de se développer beaucoup. Déjà, il y a des groupes de parole qui sont mis en place parce que les maladies de longue durée existent de plus en plus, par les dépistages aussi. Donc oui, et puis l'âge on gagne aussi en longévité. Oui. Alors après, c'est vrai que majoritairement ce sont des personnes âgées qui vont décéder encore aujourd'hui, heureusement, mais il y a quand même aussi des personnes beaucoup plus jeunes à qui ça arrive. Mais les aidants sont aujourd'hui beaucoup pris en compte. D'ailleurs, le terme d'aidant est encore pas très accepté, un peu comme le mot victime, on n'aime pas ça, mais voilà, les aidants, c'est ça, ce sont les gens qui accompagnent une personne dans la maladie. Et c'est vrai que... Qui ne sont pas du milieu médical. Qui ne sont pas du milieu médical et qui ont besoin, effectivement... d'être pris en compte, d'être orienté, d'avoir des outils en fait, parce que c'est de l'impuissance quand on accompagne justement quelqu'un comme ça qui est malade. Comme on ne sait pas quoi faire, quoi être, c'est effectivement, je pense, à notre époque très important de pouvoir être accompagné, et ça se développe. C'est ce que je fais beaucoup à l'hôpital, et notamment justement sur tous ces non-dits. C'est de pouvoir se dire qu'il y a des priorités. Et que là, la priorité, c'est pas forcément ça à gérer. C'est comment est-ce que moi, j'ai envie d'être présent pour mon proche, et que tout ce qui n'a pas pu se dire,
Donc aujourd'hui, les psychothérapeutes peuvent accompagner les familles, même si on accompagne le patient. Oui, et ce qui est très ennuyeux dans votre témoignage, Karen, c'est d'entendre que votre tante vous reproche quelque chose alors que vous aviez 16 ans, et puis après, chacun fait ce qu'il peut, et c'est très très embêtant quand quelqu'un de notre famille nous reproche quelque chose, parce que après ça peut générer un petit poison de culpabilité chez vous. C'est pas le but. Oui, mais je pense qu'elle était tellement dans sa douleur. Oui, je sais bien, je comprends bien. Que effectivement, elle a été maladroite. Alors ça peut avoir des conséquences, bien sûr. Mais vous voyez, je rebondis sur ce que vous disiez sur les aidants. J'ai connu quelqu'un qui avait un monsieur qui avait son épouse qui avait la maladie d'Alzheimer, et il se sentait coupable de la confier au service de jour pendant 2 demi-journées par semaine, parce que il disait mais j'ai besoin de ça pour souffler, mais je me sens coupable de la laisser 2 demi-journées. Et enfin moi je sais qu'à l'époque j'avais dit mais mais attends, c'est normal, j'ai dit il faut que tu te ressources aussi et que tu puisses toi avoir ta bouffée d'oxygène pour pouvoir prendre soin de toi, et aussi par conséquent reprendre soin d'elle quand elle ressort. Mais ça ne faisait pas partie des codes sociaux. Oui. Les grands-parents n'ont pas vécu ça, et c'est vrai que du coup pour eux de traverser ça aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Et vous savez, dans les fins de vie comme ça, ou dans les maladies, la tradition est fondamentale. On revient toujours aux origines quelque part, que ce soit spirituel, religieux, ou on revient toujours aux origines. Et à forcément, sa culture aussi. Bien sûr, parce qu'on a besoin de soutien, et le soutien, il est dans la structure de nos origines, quoi qu'on dise. Donc quand on n'a pas eu l'habitude soi-même de vivre ça et d'avoir vécu ça, c'est très difficile de pouvoir le vivre. Et on a beau être épuisé, s'épuiser et sentir qu'on est épuisé, on culpabilise d'être épuisé, comme si on devait tout gérer. Sauf que les maladies neurodégénératives n'étaient pas à ce niveau-là quand même il y a encore 30 ou 40 ans. Donc c'est très difficile de vivre ça. Il faut qu'on organise différemment les choses. Et dans notre culture française, généralement, quand on regarde il y a 50 ans, il y avait pratiquement un enfant qui allait être consacré à s'occuper des parents vieillissants. C'était souvent l'aîné ou le dernier. Oui. C'est vrai. Il y avait toujours un enfant dédié à quelque chose, d'ailleurs. Oui. C'est pour ça qu'il fallait en faire plusieurs. Mais en plus, oui, Karen, alors c'est bien que la médecine évolue, bien entendu, comme vous disiez, tant en termes de diagnostic que en termes de traitement réel des maladies. Le problème qu'il y a, c'est aussi que dans certains cas, c'est un peu comme une lente agonie, et que à la limite, un décès qui arrivait en quelques semaines ou quelques mois avant peut maintenant arriver beaucoup plus tard. Ouais. Alors c'est bien aussi parce que ça nous permet de profiter plus longtemps des gens qui sont malades, etc. Et puis eux, leur vie dure plus longtemps. Mais d'une certaine manière, c'est aussi une antagonie de l'ensemble de de l'ensemble des personnes. Pour l'ensemble des personnes. Et c'est d'autant plus, peut-être aussi par certains aspects. C'est plus lourd. Autant il va y avoir du positif, autant il va y avoir du négatif, et ça va être plus long, plus lourd, plus éprouvant. Oui, mais ça, c'est ce que vous dites, Karen, ce que vous dites est tout à fait juste quand c'est des cancers avec des traitements qui durent et qui permettent une récidive, pas tout de suite, etc. Il y a des personnes qui au départ sont très 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 dévouées, puis à un moment donné ils fatiguent. Osons le dire, les aidants fatiguent. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, en effet, il peut y avoir de la culpabilité. Ils peuvent je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils vont tomber en burn-out, mais enfin bon, c'est... Si, pas loin, oui, il y a beaucoup de dépression, en fait, d'épuisement, oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, à maintenir la vie, et c'est pour ça que les soins palliatifs ont été créés, quand même, il y a plus de 40 ans maintenant, c'était justement pour contrer l'acharnement médical. C'est-à-dire que, voilà, on donnait des traitements, des médicaments, mais que du coup, le confort de la vie n'était absolument pas pris en compte. Mais je crois aussi que l'autre partie de réflexion, elle se loge chez nous. Chacun, est-ce que je suis prête à laisser ma grand-mère, mon père, ma mère vivre à la
la maison sachant que c'est dangereux parce qu'il y a 2 marches, parce qu'il y a parce qu'ils peuvent tomber, parce que ils arrêtent de manger maintenant, ils peuvent ne pas éteindre la plaque. Et qu'en fait, bien sûr qu'on met en place tout un tas de systèmes, mais ces systèmes-là aussi ne sont pas là pour favoriser la vraie autonomie, parce qu'il y a de toute façon une dégradation. Donc à chaque fois qu'on met en place aussi un système, on recule. Le moment vous voulez dire qu'il faudrait quand même être plus lucide quand les personnes ont besoin d'être en EHPAD ou en tout cas ou en maison senior, quoi. C'est-à-dire que rester à tout prix à domicile, souvent ça peut être une erreur et un danger, quoi. Ou accepter et en parler justement avec les personnes concernées du fait que petit à petit. Et vous avez raison, je pense à quelqu'un de proche où en effet ça se dispute entre frères et sœurs parce que certains veulent placer, d'autres pas. Et parfois c'est accepter que la personne concernée ne veuille pas être placée et qu'elle préfère mourir tranquillement chez elle finalement. Mais là on s'interroge sur quel degré de conscience est-ce qu'on a de la fin de vie justement, mais ça devient un vrai conflit où la personne intéressée, finalement, on ne va pas tant évaluer son niveau de conscience pour savoir si elle peut effectivement prendre ses décisions. Et à son niveau de risque aussi qu'elle prend à mettre en cause. Exactement. Mais est-ce qu'une personne vivant chez elle et se dégradant n'aurait pas le droit de choisir en fait de mourir comme ça ? Et on le voit à l'hôpital, avec des demandes bien sûr de réanimation, d'acharnement sur des personnes qui sont très âgées, parce qu'on n'est pas du tout prêt à les laisser partir non plus. C'est un vrai débat de société finalement qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, Sandy Boulanger. C'est complexe, mais je pense que c'est important parce qu'on sera tous confrontés à ça. Moi j'aimerais qu'il nous reste que le chagrin, parce que c'est déjà énorme en fait le chagrin. Alors moi j'ai un mot qui me vient et qui me semblerait indispensable pour chacun d'entre nous, c'est un tout petit peu plus d'anticipation sur la fin de vie, quoi. C'est le mot d'ordre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, Karen? Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve, je sais pas ce que ça va donner si jamais il y a de nouveaux débats, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure sur le projet de loi. Mais de ce que j'avais compris sur les dernières, ce sur quoi il était question de statuer, je trouvais qu'effectivement ça n'allait pas assez loin en termes de respect de la personne, comme vous dites, et de l'être humain en tant que tel. Et je pense que c'est un sujet très 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 délicat. Moi, je sais que ayant perdu ma maman avant de perdre mes grands-parents maternels, je me suis occupée de ma grand-mère et quand elle tombait, qui fait que l'infirmière du matin arrivait chez elle et qu'elle était tombée dans la nuit, qu'elle l'a retrouvée coincée dans les toilettes, etc. Il est arrivé un moment où j'ai dû prendre la décision contre son avis à elle, et de dire oui, mais tu ne peux plus rester comme ça. Regarde la nuit que tu viens de passer parce que tu t'es levé, t'es tombé en ressortant des toilettes. Si tu peux pas passer des nuits comme ça, c'est pas possible. Et elle voulait pas l'entendre. Karen, vous avez été responsable, bravo. C'est ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a un moment, il faut aller au-delà de la vie de quelqu'un qui se met trop en danger. C'est aussi la sauver d'une déchéance insupportable. Merci beaucoup, Karen. On se retrouve avec notre Love Conseil. Je voudrais parler de l'empathie dans le couple.